Salut Arnaud. Salut. Merci de me retrouver aujourd'hui. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On a travaillé un peu ensemble, notamment sur des appartements que j'avais à Dieppe. Oui. Ça fait quoi Au tout début. Au tout début. Et il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. C'était le début de Concierge BNB ? Alors, c'était pas vraiment le début, mais c'était surtout le début d'un métier qui est entièrement créé de A à Z. Bien sûr. Il n'y a pas de bouquin il y a quelques années. Airbnb, on l'avait pas imaginé il y a 10 ans. Non, c'est allé très vite. Mais il a commencé avec un matelas gonflable dans le salon. C'est ça le principe d'Airbnb. En fait, le mec, il n'arrivait pas à payer son loyer, Brian Checkie, et il a décidé de mettre un matelas gonflable dans le salon pour essayer de l'aider à payer son loyer. Aujourd'hui, ça vaut 144 milliards. Ils sont propriétaires de rien. Et c'est mondial, quoi. Ouais, c'est incroyable. C'est une vraie réussite. Ouais. En tout cas, tu m'as bien aidé au début. J'avais un immeuble avec des appartements dedans. Ouais. Et tu m'avais aidé à les décorer, les meubler. On avait fait les mises en location et la gestion pendant de nombreuses années. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait des accroches communes, notamment avec le foot. Oui, alors je suis brestois, donc Brest c'était pas forcément le plus haut du panier, mais l'arrivée d'Éric Roy a fait beaucoup et quand on a une loge et qu'on participe à un stade et qu'on voit l'évolution et qu'on voit comment le mental peut faire beaucoup, parce que pour moi Éric Roy c'est le mental qui l'a changé, c'est sa façon de voir les choses et comment il a éduqué, il a apporté sa vision des choses et moi je suis admiratif. Déjà je travaille qu'avec des sportifs, donc j'aime la mentalité des sportifs. Toutes tes équipes c'est des sportifs. Oui, ils sont soit dans le foot, soit dans la boxe. Faut qu'il y ait un prérequis sur le CV. C'est impératif. Qu'est-ce que ça amène pour toi, la mentalité de sportif ? La niaque. Ouais. Le côté sain de la personne, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont posés, réfléchis et c'est vraiment agréable de travailler avec des gens qui en fait moi je dis toujours je travaille avec des gens à qui je pourrais donner ma carte bancaire et en fait les gens qui sont sportifs en général sont quand même des gens qui sont hyper bien dans leur peau, hyper bien mentalement et c'est super agréable. Ils connaissent pas vraiment la jalousie parce que c'est quand même le mal français donc en fait c'est des gens qui sont plutôt admiratifs, qui ont plutôt envie d'aller de l'avant, qui ont la niaque d'avancer. Et quand on est dans le business et quand on se développe, on est d'arriver avec des gens qui sont sains et qui ont la même envie d'avancer que toi, et je trouve ça chez les sportifs. C'est con, mais c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a une notion de loyauté qui est assez forte. Oui, vraiment. On est habitué à être... je suis loyal avec mon coach, je suis loyal avec mes partenaires, avec mon président, avec mon club, et du coup, je pense que ça se retranscrit après. Mais c'est sûrement ça qui fait que je me suis rendu compte avec le temps que je me sens bien avec les sportifs. J'aime cet état d'esprit et j'aime avancer avec ça. Et du coup, tu vas voir tous les matchs de Brest Ah oui. Je suis quand même dans 50 villes en France, donc je cale mes retours à Brest en fonction de ça. Maintenant, cette année, j'ai dû louper 4-5 matchs, mais bon, après... La loge que vous avez, c'est Concierge BNB qui l'a du coup ? Non, alors en fait, c'est un partenariat qu'on a avec un client et donc la loge nous est mise à disposition, donc c'est plutôt bien. Donc ça te permet de rencontrer du monde et de baigner un peu dans ce monde du foot. Oui, voilà. En fait, une loge, c'est surtout ce qui se passe avant, pendant et après le match. Oui, c'est ça. Voilà, mais effectivement, il y a un repas avant, il y a l'apéro avant, il y a pendant le match et après le match. Et puis à Brest, les apéros, on connaît. Voilà, c'est la ville où il y a le plus de bars au kilomètre carré, donc je vais pas trahir un secret quand même. Ouais. Mais ce qui est sympa, c'est que le foot, ça rassemble et on voit ça notamment dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des gens de tout horizon qui peuvent venir au foot et ça rassemble plein de gens d'origines différentes, de cultures. Ah, mais vraiment, on a des banquiers, des comptables, tous les domaines sont... C'est ce qui est beau dans le foot. Ouais. Est-ce que tu peux, donc on parle de conciergerie aujourd'hui, tu es président de Concierge BNB. Alors en fait j'ai monté une conciergerie parce qu'au déparrage, on va dire il y a 8 ans, on était vraiment sur la conciergerie pure. Oui. Aujourd'hui on a ajouté des services parce que l'idée c'est de creuser profond et de voir sur quel domaine on peut apporter une expertise. Donc, il y a 8 ans, effectivement, on a démarré avec la location saisonnière. 50% de nos clients, il y a 8 ans, c'était des gens qui avaient une résidence secondaire. Oui. Et petit à petit, 50% sont devenus des investisseurs. Les investisseurs sont ainsi faits que quand ils sont sur un bon produit, ils savent pas tenir leur langue. Donc, ça grossit assez vite. Bouche à oreille, ils en parlent. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on a 50-50. 50% de résidence secondaire, 50% d'investisseurs. D'accord. Les investisseurs, c'est pareil. Il y en a qui aiment aller voir leurs biens, d'autres qui vont acheter parce que la ville est intéressante, le rendement est intéressant et ils vont pas vraiment visiter leurs biens. Donc, la manière que j'ai fait, un peu
plus entrepreneurs parce que c'était un immeuble, il y avait plus de Oui, voilà. plus de Donc lots, on va les accompagner dans l'ameublement, dans le choix de la ville, dans le choix de la stratégie tarifaire et toutes ces choses-là. Après, décider si on va sur de la location saisonnière. On fait aussi de la colocation sur des jeunes actifs et sur des seniors. Et après, on va donc gérer éventuellement, dire bah voilà, c'est mieux si on le met en longue durée, en colocation, en courte durée. Donc un vrai accompagnement. Oui, l'idée c'est que ce soit plein toute l'année. Ouais, bien sûr. Dans toutes les villes de France? Alors, on est dans 50 villes. Au début, on était un peu plus éparpillés. Aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur 50 villes très prometteuses. Donc, il y a la Bretagne, il y a le Sud, il y a Paris, autour de Paris, Disney. Après, il y a des villes qui fonctionnent très bien au niveau de touristique, comme La Rochelle, par exemple, Strasbourg, Toulouse, donc, la Montpellier. Voilà, on s'adapte en fonction de la demande et on accompagne nos propriétaires généralement là où ils sont. Là, on va arriver, par exemple, à Fécamp, parce qu'il y a un de nos clients qui a acheté 3 bâtiments, on va faire 27 appartements dedans. Donc en fonction de la demande, et si c'est intéressant aussi pour vous, on n'a pas de problème à vous déplacer. Vraiment, c'est ce que vous avez fait avec moi d'ailleurs. Oui, on n'était pas présent à Dieppe. On n'était pas présent à Dieppe et vous avez trouvé des solutions. C'est ce que j'avais aimé chez vous, c'est que tu trouves des solutions. On essaye. Voilà. Tu trouves des solutions. Tu as cette capacité. On gère de l'humain. C'est la partie la plus difficile chez nous. Bien sûr. On gère des voyageurs, on gère des propriétaires, on gère des femmes de ménage. Et on doit faire en sorte que tout ce petit monde s'entende bien et fonctionne bien. Et comme on gère de l'humain, on gère des gens qui ont des tas apparemment plus ou moins difficiles. Et notre rôle, c'est de faire que tout glisse bien comme il faut. Donc tu as un gros bureau des plaintes, tu as un gros SAV. Franchement, avec le temps, on a réussi à comprendre les propriétaires aussi, comprendre le stress qu'ils peuvent avoir, parce qu'un investisseur n'a pas le même stress qu'une personne qui a une résidence secondaire. Non. Une résidence secondaire, il va nous demander une certaine rentabilité à l'année pour payer ses charges et éventuellement payer les travaux qu'il peut avoir. Un investisseur, il veut pas dépenser un centime à la fin du mois. Il veut que toutes les charges soient payées et il veut que mentalement on lui enlève une charge mentale parce qu'il a investi, mais il veut pas que ce soit pour lui une contrainte. Évidemment. Et donc voilà, on a réussi à comprendre comment fonctionner les gens et on a aussi réussi à comprendre qu'un investisseur veut des réponses 100 fois plus rapides qu'un propriétaire qui a des résidences secondaires. Et donc on a dû adapter notre communication, les moyens de discuter avec nos propriétaires par des groupes WhatsApp où tout le monde est dedans. Enfin, on a créé des choses aujourd'hui qui fait que auparavant, quand on perdait 5% de nos propriétaires par an, aujourd'hui, on a divisé par 2 parce qu'effectivement, on est beaucoup plus proactif et on arrive à vraiment apporter à nos propriétaires les réponses qu'ils attendent au moment donné. Et après, il y a des outils qui nous ont été apportés par l'évolution de la location courte durée, PriceLab pour la gestion automatique des tarifs et donc une rentabilité meilleure. Moi, depuis qu'on a PriceLab, on a augmenté notre chiffre d'affaires de 20%. Parce qu'on ne loupe plus les événements. Par exemple, je prends l'exemple de Taylor Swift. Quand elle est venue en France, tous nos appartements qui étaient à côté d'un concert, ils ont pris 30% les 4 jours. Et puis c'est des choses, tu peux pas être au courant de tout ce qui se passe non plus dans chaque ville. Donc, si tu as un outil qui t'aide là-dessus... Vraiment, c'est une vraie aide à l'augmentation du chiffre d'affaires. Ouais. Et tu parlais d'investisseurs tout à l'heure. À partir de combien on parle d'investisseurs? Nous, à partir de 3 appartements, on considère qu'un client est investisseur. Parce que ça devient, voilà. Maintenant, en France, c'est commun. 70% des biens immobiliers en France appartiennent à 7% de la population. Ah ouais? Quand on sait ça, quand on tire sur une ficelle, on est assez surpris, en fait. Donc, investisseur, c'est même pas qu'une entreprise. Ça peut être aussi un particulier qui a 3 appartements. C'est comme toi, des gens qui ont en fait soit acheté une maison qu'ils ont divisée en 3, en 4, en 5, en 6, soit des petits immeubles. En fonction des villes aujourd'hui, un immeuble à Brest ou à Dieppe ou à Saint-Étienne ou ailleurs, parfois on est assez surpris parce que en termes de prix, par rapport à Paris ou autre, c'est divisé par 10 ou par 15 et parfois au prix de la nuit, c'est plus intéressant. Donc en fait, il faut pas se bloquer. Et aujourd'hui, le développement de la location saisonnière se fait par les villes de province et non plus par les grandes villes. Non, c'est clair. C'est clair, parce que la France est très riche, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. La seconde il y a toujours ligne des gens qui ont besoin de voyager, de travailler. La seconde ligne fonctionne aussi bien et voilà. Super, mais ce que je trouve intéressant avec toi, c'est que du coup, le service que tu proposes, c'est que tu amènes la possibilité de te délocaliser complètement. Oui, vraiment. Donc quelqu'un qui pourrait, en l'occurrence là, si on parle aux sportifs, ce qui est le cas sur la chaîne, il pourrait jouer dans une ville en France, par exemple à Nantes, et investir n'importe où de façon totalement... Moi, je recommande aux gens qui veulent investir, c'est quand même d'aimer la ville où ils vont envie d'aller, parce que l'idée, c'est qu'on a parfois des investisseurs qui vont jamais dans leurs biens, et moi je dis, vous êtes quand même propriétaire, c'est quand même aussi à vous d'aller voir un peu comment ça se passe.
Et puis ils comprennent pas forcément la typologie, le quartier, les gens qui ont autour, ces choses-là. Donc c'est quand même mieux. Si quelqu'un veut investir, je dis bon, où t'aimerais partir en vacances? Alors ils vont me dire Nice, ils vont me dire La Rochelle, ils vont me dire j'ai de la famille en Bretagne, j'ai de la famille dans le Nord. Donc on essaie quand même de trouver un rapport par rapport à une certaine habitude qu'ils pourraient avoir après à venir visiter leurs biens. Bien sûr. Et moi je trouve que aujourd'hui, par rapport à il y a 8 ans en arrière, aujourd'hui on choisit un propriétaire, on ne choisit plus un bien. Ok. D'accord. Parce qu'en fait, pour nous, c'est beaucoup plus agréable d'accompagner un propriétaire et parce qu'un bien, ça peut éventuellement évoluer, on peut le revendre, on peut faire ceci, cela. Bien sûr. On préfère plus travailler avec un tempérament d'investisseur ou un tempérament de propriétaire qu'avec un bien en particulier. Avec qui l'énergie matchera et oui, voilà. Tu pourras faire plus de route avec lui. Quoi. On va vraiment, et puis même vis-à-vis de l'évolution du bien, si on a un propriétaire qui comprend complètement notre discours, on arrive à améliorer, à avancer. Alors que quelqu'un qui est vraiment arc-bouté sur je veux pas dépenser un centime, les décors ça évolue. Un décor d'il y a 10 ans, aujourd'hui c'est plus un voyageur ne voudra plus aller dedans. Et parfois il suffit de dépenser 1000 balles pour avoir quelque chose qui est remis au goût du jour. Ouais. Donc toutes ces choses-là, si on a un investisseur en face de nous avec qui ça se passe bien, on arrive à évoluer. Ouais. Et j'imagine que vous avez du coup des investisseurs ou même des clients qui étaient là pour une résidence secondaire, qui ont vu comment ça marchait, que ça marchait bien, qui après ont développé d'autres projets avec vous. Ouais. Moi, j'ai un client, une fois, qui m'appelle pour un appartement. Aujourd'hui, on est à 6. Ok. Ouais, et c'est un client. À ce point-là. Oui, vraiment. Ouais. Ok. Et alors c'est pas des footballeurs, mais je prends l'exemple d'un pompier que j'ai en tête. Il a démarré, il avait 6 appartements, il en est à 13. Okay. Et bon, il est militaire, donc il a capacité d'emprunt qui est intéressante, mais on a accompagné son évolution et il a fait des sacrifices énormes pour y arriver, et en gérant lui-même au début pour augmenter la rentabilité la plus possible, et il a réussi à faire des bons investissements, et donc ça c'est vraiment agréable quand on accompagne nous ce type de profil en fait. Ouais, parce que ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que vous offrez une gestion 360. Oui. Qui va donc l'accompagnement va de la recherche du bien. Complètement. La ville. Oui. Déjà. Vous avez des solutions pour le financement ou... Alors, on a des partenaires avec qui on a noué des accords, parce que nous, par exemple, notre plus gros service, le service financement qu'on a mis en place, on a choisi un profil d'une personne qui a travaillé pendant 13 ans dans une banque, au Crédit Agricole. Et en fait, elle connaît la typologie de nos propriétaires et elle sait comment les banques fonctionnent. Et donc, l'avantage, c'est que si jamais quelqu'un veut investir, on va essayer que la banque comprenne que c'est un projet avec une certaine rentabilité, et donc ne voit pas le propriétaire comme quelqu'un qui a un revenu uniquement, mais qui va avoir le cash flow qui va se dégager derrière. Qui va prendre en compte ce qui va gagner. Et donc ça, c'est vraiment important pour nous d'arriver à trouver le partenaire financier, parce qu'il y a des banques qui veulent financer des investissements et d'autres qui préfèrent financer des résidences principales. Donc en fonction du profil de la banque, on va d'abord présenter le projet comme étant une résidence secondaire ou principale si on sent que ça passe mieux dans ce sens-là, quitte à changer après de fusil une fois qu'on a le prêt accepté. Mais on adapte notre discours en fonction des profils des investisseurs et des propriétaires qu'on a en face de nous. Super. Et du coup, par rapport à ça, cet aspect gestion 360, si par exemple demain un footballeur, un sportif voulait travailler avec toi, c'est quoi les grandes étapes? Alors c'est déjà donc choisir l'emplacement où il veut investir. Et puis s'il n'a pas d'idée, on va lui préconiser des endroits où nous on sait aujourd'hui, moi si je veux investir, j'irai à La Rochelle, j'irai à Juan-les-Pins, j'irai à Antibes, j'irai dans des villes à Paris bien sûr en fonction des budgets, mais on va lui dire les villes où ça fonctionne bien, pourquoi pas Dubaï, pourquoi pas Marrakech, en fonction après s'il veut être en France ou à l'étranger. Et ensuite on va valider le prix, essayer de négocier au mieux, parce que souvent les investisseurs ils sont contents quand ils ont eu un oui au moment qu'ils ont fait une offre. Moi je dis toujours, on va pas chercher un oui, on va chercher le non. Je me rappelle. On s'était fait un call avant qu'on travaille ensemble et tu m'avais parlé de ça. Ah bah oui, parce qu'une fois qu'il y a un appartement à acheter, je vais prendre l'exemple d'un client la semaine dernière, un appartement à 350 000. Il m'a dit, j'ai dit, écoute, avec les travaux qu'il y a à faire, pour moi, il vaut pas plus de 280. L'agent immobilier nous a dit, mais c'est pas possible. Et puis elle vient de nous rappeler il y a 2 jours en nous disant, faites l'offre à 280. Donc au lieu de 350, 280, on gagne plusieurs années de crédit, une rentabilité beaucoup plus intéressante.
intéressante. Comme quoi, il faut aller chercher le non, parce que finalement, derrière, après, les gens réfléchissent et on peut avoir des bonnes surprises. Parce que t'as baigné dans l'immobilier, toi. Ah oui, moi, depuis mes 3 ans, mon père, mon père est dans l'immobilier commercial et donc les dimanches en mangeant le poulet entre guillemets on parlait d'immobilier. Je crois qu'ils ont déménagé, ils ont 78 ans, ils ont déménagé plus de 40 fois. C'est vrai. Et encore aujourd'hui ils sont dans les valises. Ah oui, dans les cartons, dans les valises. Encore aujourd'hui ils sont en train d'investir et de déménager. Donc les étapes du footballeur qui vient de voir. Donc on choisit la ville, 2 on choisit le montant aussi et puis éventuellement est-ce qu'il faut en avoir 1, 2 ou 3 en fonction du moyen. Est-ce que c'est mieux d'en avoir un grand ou plusieurs petits? Donc ça on va vraiment déterminer le meilleur rendement possible. Et puis après, une fois que c'est fait, on va accompagner dans l'ameublement, la décoration. On va choisir les équipes qui vont gérer le bien. On va gérer tout de A à Z. Les voyageurs, nos clients ne connaissent pas les propriétaires, ça c'est super important. On a des gens qui veulent pas être forcément connus, que ce soit des chefs d'entreprise ou des footballeurs ou autres. Donc on a des gens qui veulent pas forcément savoir à qui appartient le bien. Et donc les voyageurs ne connaissent pas chez qui ils sont. Et ensuite on va les accompagner sur la stratégie de prix, l'évolution du bien, comment est-ce qu'on peut le rentabiliser au mieux. Et puis voilà, leur apporter un rendement tous les ans sur ce type de bien. T'es assez modeste parce que quand tu dis qu'on va les accompagner sur la gestion du prix, il a rien à faire. Oui, alors on a les outils. Maintenant, disons que c'est souvent l'aménagement également qui fait la chose. Aujourd'hui, tu as des 30 mètres carrés qu'on va louer 300 euros par jour et tu as des 30 mètres carrés qu'on va louer 50 ou 100 euros par jour. Il n'y a pas de vérité, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de combien il est prêt à mettre au départ. Et après, aujourd'hui, on peut penser qu'un studio de 30 mètres carrés va pas se louer 300 euros par jour. Si, quand on est face à un produit qui est intéressant, on est dans une époque d'Instagram, les gens, ils aiment aller dans du beau et il y a des gens qui ont de l'argent. Donc, il faut pas penser qu'aux gens 50% de nos clients, ce sont des gens qui viennent pour le business, mais il y a des gens qui viennent voyager. Les modalités ont changé. Au départ, les gens partaient en vacances 1 semaine, 15 jours. Aujourd'hui, c'est 3-4 jours. Donc, ils veulent se faire plaisir sur 3-4 jours plutôt que sur 15 jours. Donc, ils sont prêts à dépenser plus sur le moment où ils se donnent du plaisir. Bien sûr. Et vous avez un peu évolué au niveau déco? Vous proposez des choses originales? On essaye vraiment, je dirais, le côté Ikea, blanc et compagnie, ça a quand même hyper évolué. Aujourd'hui, on est sur du velours, on est sur des matériaux, on est sur des formes beaucoup plus contemporaines, beaucoup plus chaleureuses. On va, en fait, c'est le problème, c'est que quand il y a des investisseurs qui arrivent dans le métier de la location courte durée ou de la colocation ou d'autres, on essaye d'avoir des décors pas très sexy. Aujourd'hui, il y a relativement beaucoup de concurrence. Donc, on se doit de mettre des murs de couleurs, on se doit d'avoir du mobilier design, on se doit pour faire la différence, parce que aujourd'hui, même les voyageurs ou les locataires veulent aller dans du beau aussi et au même prix, voire plus cher, ils vont vouloir se faire plaisir. Aujourd'hui, le milieu de l'ameublement, de la décoration, des travaux fonctionne très très bien. Donc, parce que les gens aiment être dans un lieu qui leur plaît. Vous avez essayé des concepts type Love Room ou des décorations? Bien sûr, Alors, ça, c'était des souhaits des investisseurs qui se sont dit on veut essayer ça. Oui, alors après, c'est ce que je disais tout à l'heure, les investisseurs, ils écoutent beaucoup ce qu'ils entendent et s'il y a un pote qui leur dit moi j'ai une Love Room, je sais que ça se vend 100 balles par jour ou 200 balles par jour, ils veulent y aller. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques problèmes. C'est comme les gens qui ont acheté des surfaces commerciales pour les transformer en appartements. On a rencontré beaucoup de problèmes avec ça. Parce que les fenêtres, l'évacuation, la ventilation, les love rooms, c'est intéressant. Mais moi, effectivement, si c'est pour avoir un ballon d'eau chaude et d'avoir matin et soir la rentabilité à la fin, quand on fait le calcul de l'eau, d'électricité, toutes ces choses-là, aujourd'hui, on a des produits, on essaye d'amener nos clients sur des choses qui rapportent autant d'argent, mais qui n'ont pas de notion de risque. Parce que par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de love room quand l'électricité a augmenté, les gens ils ont dit mince, j'ai peut-être pas fait le meilleur des investissements. Mais voilà, c'est des choses qu'on prévoit pas. Donc on essaye de gérer le risque. Ça c'est vraiment une grosse partie de notre job, d'imaginer toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle, tu sais, j'avais installé un balnéo jacuzzi dans un des appartes. J'avais une salle de bain de 12 mètres carrés. Enfin, je l'ai toujours. Et j'avais installé une balnéo jacuzzi, 2 places, ça m'a coûté 5-6 000 euros. Une merde pas possible. Parce que
pour remplir la baignoire, tu te rends compte qu'il faut 2 ballons. Ah bah oui, il faut donc, t'as 2 ballons de 200 litres. Ouais. Pour un appartement où il y a 4 personnes qui dorment dedans, c'est énorme. Ah oui. Ça rajoute des coûts. Et un an et et demi le après, bruit, et le nettoyage. Le nettoyage, j'avais des particules noires qui remontaient sans arrêt. Ouais. La femme de ménage, j'en pouvais plus. Ouais. Et jusque. Faut l'imaginer, la femme de ménage d'aller dans la baignoire pour nettoyer les baies. Et tout le temps. Et du coup, on a coupé. Alors c'est juste une baignoire, Matt. Une grande baignoire. Alors qu'une douche, éventuellement à jet, peut faire le même effet. Et, il y en a une à côté. Il y en a une à côté. C'était la salle de bain de luxe. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et combien, est-ce que tu as une fourchette ou un ordre d'idée d'une rentabilité d'un appartement? Je sais que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend, mais chez nous, c'est entre 8 et 15-16%. Tu comptes en pourcentage? Oui, voilà. Sans problème. Oui, voilà. Ouais. Ok, donc un footballeur qui se dirait, tiens, je mets 200 000 euros, je peux m'attendre à avoir vraiment, entre 8 et 15%. Et sur des villes, même des villes, je prends l'exemple de Paris, autour de Paris ou autres, on a des rentabilités qui sont très c'est sympa ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas, qui se disent que Paris, c'est un no-go pour la conciergerie. Là, moi, j'ai l'exemple je t'ai parlé de l'appartement de 30 mètres carrés, on est presque à 8% de renta. C'est énorme. Sur Paris, c'est énorme. Ouais. Sur un appartement qui vaut combien? 600, il est à vendre d'ailleurs, 650 000. Ouais. Fais l'annonce si tu veux. Ouais. Et tu en as déjà parlé un peu tout à l'heure. Quelles sont les villes que tu pourrais préconiser là aujourd'hui en 2025? Alors en France, moi le sud, parce que ça reste tout ce qui est bord de mer, on va dire bord de mer. Voilà, c'est le mot magique. S'il y a deux endroits. Tu dis ça pour la rentabilité ou parce que tu aimes bien aller te balader? Non, c'est les gens aiment aller au bord de mer. C'est vrai. Tu veux partir en week-end, tu vas au bord de mer. Évidemment. Le mot vue sur Airbnb, je prends l'exemple d'Airbnb, le mot vue mer, vue montagne ou autre, c'est 50% des recherches. Donc quand on a compris ça, s'il y a une vue déjà, les gens préfèrent se lever et avoir le petit déjeuner face à la mer ou autre chose. Quitte à être en vacances en week-end, autant avoir la vue. Quoi. Le mot vue, c'est 50% des recherches. Donc nous, on essaye d'être divisé en deux, 50% centre-ville, 50% bord de mer. C'est un peu notre stratégie pour que, je dirais les mois septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, on fonctionne avec du centre-ville et du business. Il faut savoir que 50%, 60% de l'activité de la location courte durée, c'est rempli par des gens qui font pour du business. C'est ça, c'est pas que des vacances, c'est pas des familles qui vont partir... Avant le Covid, les pros allaient dans les hôtels et autres. Oui. Une fois que le Covid est passé, ils ont appris qu'un appartement, c'était sympa parce qu'ils peuvent le partager à 2 ou à 3 et à la fin du mois, ils se font un billet sur les frais de déplacement et autres. Donc, c'est un peu plus chaleureux aussi. Oui, voilà. Puis après, quand on bouge beaucoup, à un moment donné, la nourriture, le rythme de vie, on aime bien poser ses affaires pour bien dormir et puis pour bien manger. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses que les gens qui, sur des courtes durées ou sur des longues durées, la location courte durée, c'est intéressant. D'accord. Tu m'as pas répondu sur les villes. Les villes, vraiment, de Menton jusqu'à Montpellier. Ok. Voilà. Là, on se trompe pas trop. On se trompe pas trop. Alors après, il y a des villes comme autour de Paris qui fonctionnent très très bien, Montrouge, Puteaux. Enfin, il y a des villes qui fonctionnent plutôt bien. Disney, autour de Disney, c'est Disney anglais. Il y a pas trop de concurrence là-bas, parce que... Si, bien sûr, mais après c'est la concurrence à nous, c'est pas la concurrence. Je dirais quand on travaille avec une conciergerie, c'est pas comme si on travaillait indépendamment, parce que nous on fait de la réservation à la nuit, alors qu'un particulier va vouloir 3-4 nuits minimum parce qu'il n'a pas la logistique pour gérer départ, arriver le même jour, et voilà. Donc nous en fait en tant que professionnels, on fonctionne comme un hôtel, c'est-à-dire qu'il y a un arrivé le lundi, départ le mercredi, une arrivée le mercredi après-midi, départ le vendredi, et s'il y a un jour de trou entre les deux, on va le remplir aussi. Alors qu'un particulier qui gère lui-même son appartement, il va demander 3 jours, 4 jours minimum pour gérer le linge, parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il travaille. Donc nous, on est sur une usine. On va dire sur l'ensemble, il y a 1 100 000 annonces sur Airbnb en France, par exemple. Il y en a 27% qui sont gérées par des conciergeries. Ok, oui. Voilà. Quand on a démarré, c'était quelques pourcents. Il y a encore là, un an, c'est 12-13%. Le mot concierge commence à être connu. Donc on apporte une rentabilité, on apporte une souplesse, on apporte la gestion du linge, on apporte le fait de remplir même une nuit. Donc à la fin du mois, les calendriers sont remplis. Clairement. Alors que si c'est un particulier, il va se retrouver avec des trous à droite à gauche et à la fin du mois, il va avoir un taux d'occupation de 60%, 70% parce que ça va plomber sa renta. Oui, voilà. Alors que finalement, parce que nous, une conciergerie, ça a un coût, mais quand on compte le fait qu'on remplisse les trous, finalement, ça coûte 0. Hein. Oui, bien sûr. Je pense de se dire, tiens, je vais faire du Airbnb ou de la courte durée et je vais faire la gestion moi-même. Par exemple, le mec, il va acheter un
un bien proche de sa famille, par exemple. Il va se dire, bon, mes parents vont m'aider, des choses comme ça. Et ça dure quelques mois, au bout d'un moment, tout le monde pète un plomb et du coup, on repasse par le modèle conciergerie. C'est clair. Alors, il n'y a pas que le principe de ça, c'est que on gère les services après-vente. Aujourd'hui, les propriétaires sont couverts à hauteur de 3 millions d'euros quand un bien est en location saisonnière. Mais moi, il m'est arrivé de rentrer chez des propriétaires qui géraient eux-mêmes leurs biens et je voyais une rayure sur la table de la salle à manger, je voyais X, Y chose, et ils me disaient, ah, mais ça, on n'a pas fait la demande. Ben, je dis, ben, ça, c'est notre job. Enfin, quand la femme de ménage, elle rentre dans le logement, son premier travail, c'est de vérifier s'il y a des choses qui ont été abîmées. Et donc, s'il y a des choses qui ont été abîmées, on fait la réclamation, on est remboursé dans la journée si c'est des petits montants, sous 10 jours si c'est des plus gros montants, et on entretient, on fait que une fois par an, on fait ce qu'on appelle un deep clean, on va renettoyer les murs, donc l'idée, c'est que l'investissement qui a été fait, il soit pérenne. Et puis après, quand le propriétaire rentre chez lui, qu'il ne se retrouve pas dans un appartement qui est saccagé. Donc après, on va aussi choisir les outils qui ont été mis à notre disposition par Airbnb ou autre, par exemple. C'est aussi le choix des voyageurs. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sélectif dans le choix des voyageurs. Nous, par exemple, on ne prend que des gens qui ont ce qu'on appelle une expérience passée positive. C'est-à-dire qu'ils ont été auparavant dans des biens et qui ont été notés 5 étoiles par les anciens propriétaires. Bien sûr. Et ça, c'est hyper important parce que c'est sécurisant de savoir que les gens qu'on reçoit, c'est pas des voyous, c'est pas des gens qui viennent faire la fête. Il y a plus d'histoire. Enfin, vous regardez même sur Google et tout ça, vous entendez plus parler de fêtes, de soirées. Ça existe plus parce qu'aujourd'hui, on contrôle les profils. C'est clair. Mais c'est l'avantage d'avoir un professionnel à ses côtés qui a déjà industrialisé les process et qui accompagne. Je me rappelle que du coup, j'ai des appartements qui étaient sur Airbnb. Je les ai passés après en location longue durée. J'ai eu plus de galères avec la location longue durée qu'avec les Airbnb. Alors, c'est souvent quand les gens s'en vont qu'on a les galères, parce qu'on se rend compte qu'ils ont saccagé, qu'ils ont fumé dans l'appartement, qu'il y a des choses qu'ils ont cassées, qu'ils n'ont rien dit pendant leur séjour, la location du bail. Et puis finalement, quand on récupère le bien derrière, on doit repeindre, on doit changer. La caution est jamais suffisante. C'est clair. Et voilà. Non, et après, je te passe même les appels, les messages quand il y a des problèmes, etc. Donc, même à ce niveau-là, j'avais moins de choses à faire sur la courte durée, notamment avec toi, qu'après en longue durée. Donc ça, c'est un levier qui est intéressant. Alors nous, on a créé depuis les 8 ans maintenant, on a un département transactions, location longue durée, colocation, qui est vraiment à part entière. C'est une filiale du groupe. Et en fait, on a apporté à cette activité d'agence immobilière classique l'exigence qu'on avait avec Airbnb. Pourquoi ? Parce qu'un voyageur, s'il a un problème, il veut que le problème soit résolu tout de suite. Vous êtes habitué à avoir cette rapidité. Si tu appelles ton syndic et il vient changer ton ampoule dans une semaine, tu as une semaine pour t'énerver. Dans la location courte durée, si on répare pas le problème tout de suite, le client il va demander une remise. Donc en fait, on a apporté, nous aujourd'hui, à nos propriétaires l'exigence que nous avons appris dans la location courte durée, dans la gestion des biens. Et ça, c'est un vrai plus, que ce soit dans la colocation, dans la location courte durée ou la location longue durée. C'est vraiment, on se rend compte que le milieu de l'immobilier a besoin de monter en compétences et en exigence. en service et en exigence. Il y a trop de syndics, on regarde, tout le monde change de syndic tous les 2-3 ans parce que c'est pas répondu. Mais voilà, et les syndics, à la rigueur, ils vont plus aller chercher le prix que de faire comprendre aux gens qu'à un moment donné, ça se paye. Mais aussi, moi, je trouve que la tranquillité mentale, ça se paye. Parce que si on veut pas avoir de problème, il faut payer les gens derrière. Donc, vous avez, tu développes une boîte qui fait tous les métiers de l'IMO quasiment. Oui, on est dans la location courte durée, on est dans la colocation. Là, aujourd'hui, on arrive dans ce qu'on appelle les jeunes actifs et les seniors. D'accord. On proposer des produits qui sont intéressants. Et, vous avez commencé déjà ça ? Oui, on est en train de travailler avec un grand groupe français qui est La Poste, qui se retrouve avec des bâtiments vides. Et donc, on va travailler sur une offre pour les jeunes actifs et pour les seniors. Donc, on est en train de travailler. Pour les investisseurs, d'ailleurs, les investisseurs qui veulent être en centre-ville et qui veulent travailler sur les jeunes actifs ou les seniors, on peut les accompagner. On est en train de mettre des offres en place avec le groupe La Poste qui vont être assez sympathiques. Super. Et j'y reviens, mais la courte durée peut être un moyen aussi pour un footballeur, un sportif qui
veut se rapprocher de sa famille ou qui veut avoir un pied-à-terre autre part ou sur son lieu de base, là où est sa famille, qui peut avoir une rentabilité, un investissement durant l'année et qui peut y aller 2-3 fois par an Alors ça peut être soit il est dans un club et il achète un bien. Je vais prendre l'exemple d'un client que j'ai qui est un grand footballeur et qui a investi parce qu'il vivait dans ce club-là et donc il avait une maison. Ensuite il a déménagé. Il s'est dit deux possibilités, soit je vends, soit je la mets en location courte durée et je la rentabilise. Ouais. Entre un loyer mensuel qui soit de 10 ou de 15 000 euros et une location courte durée qui soit à 700 ou 1000 euros la nuit pour ce bien d'exception où tu as salle de cinéma, salle de boxe, piscine, enfin tous les services que les footballeurs peuvent avoir. Ça se loue, ça ? Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais. Il y a une clientèle pour ça. Oui, bien sûr. Ouais. Excellent. Donc en fait, ça peut être quelque chose qu'il a déjà et qu'il veut pas revendre parce qu'ils se disent mince, il y a une sorte de lien affectif avec le bien. Et puis ça peut être l'inverse, il est muté et dans ce cas-là, il veut pouvoir revenir quand il veut parce que sa famille est là et donc on l'accompagne au fait qu'il va pouvoir vivre chez lui quand il veut y être et quand il y est pas, c'est entretenu, c'est nettoyé, c'est surveillé, c'est surveillé, il y a une rentabilité. Surveiller les biens, c'est aussi un vrai plus de la location saisonnière. Pas de squat, il y a toujours du monde dedans. La femme de ménage passe 1, 2, 3 fois par semaine. Tout ça fait aussi que le bien, il vit. Et quand un bien, il vit, il est entretenu, et donc il se dégrade pas non plus. Hein. Bien sûr. Ouais. Où est-ce que les gens peuvent voir les opportunités que tu peux offrir, par exemple, si on parlait des jeunes actifs ou des résidences seniors ? Alors nous, en fait, là, il faut vraiment nous contacter là-dessus parce que je prends l'exemple des investissements avec la Poste. Il y a à peu près 5000 points possibles. Donc, il y a sur les 36 000 communes françaises. Donc, il y a quand même pas mal de choses. C'est un gros projet qui arrive. Projet, oui, vraiment énorme. Ouais. Donc les gens te contactent et après rentrent en contact. On mettra les liens en dessous. Oui, voilà, les gens nous contactent et en fonction de leur capacité d'investissement, soit ils veulent acheter un plateau. L'exemple de la Poste, c'est des plateaux. Alors la Poste reste souvent propriétaire ou locataire du rez-de-chaussée. Okay. Et donc on vend les étages et donc on est en centre-ville et l'idée c'est de transformer les étages en logement et donc de proposer des solutions soit en colocation, soit pour des jeunes actifs ou des seniors, ou soit en location courte durée en fonction des villes. C'est bien, ça permet de faire un projet pour quelqu'un qui est un peu curieux de faire un projet from scratch, de A à Z, en étant accompagné par quelqu'un comme toi. Ouais. Après, sur les seniors, il y a des avantages. Hein. Quand on accompagne les seniors, l'État donne de l'argent pour transformer les logements. 50 000 euros. Quand on adopte un logement pour des seniors, on a 50 000 euros d'aide. Et après, on a, si c'est un immeuble où il y a, 10 logements ou 5 logements, nous, en tant que prestataire de service, on a des aides aussi pour apporter aux seniors une assistance à l'année et autres. Ouais. Et dans les villes où Airbnb peut être contraint, on va dire, le seul business qui va apporter une rentabilité équivalente à Airbnb, c'est les seniors, parce que le service fait que on peut apporter des loyers plus intéressants. Bien sûr. On parlait des villes en France tout à l'heure. Si quelqu'un te contacte et te dit tiens, je suis attiré par d'autres villes dans le monde. Alors nous, on a un bureau à Marrakech, on a un bureau à Dubaï, on va arriver à Abu Dhabi également. Donc on accompagne les clients parce que, je prends l'exemple de Dubaï ou d'Abu Dhabi, il y a 170 projets actuellement en cours à Dubaï, à peu près 90 projets à Abu Dhabi. Il y a énormément de livraisons d'immeubles qui vont arriver en 2025 et encore plus en 2026. 60% de ces projets sont des investisseurs. Donc on a un travail énorme, que ce soit dans l'ameublement, la gestion et autres. L'idée sur Abu Dhabi ou sur Dubaï, c'est de choisir la bonne tour, parce que si on veut multiplier par 2 son investissement, par 3 ou par 4, ce qui est dans des temps records là-bas, c'est vieux quand c'est à 10 ans là-bas, donc ça va très vite. Hein. On peut quasiment revendre une fois qu'on a payé 30% du bien, donc ça permet de faire des culbutes parfois intéressante, même d'avoir reçu l'appartement. Ça existe pas ici. C'est assez fou. Voilà. Et puis des solutions de financement qui sont incroyables également. Donc on accompagne en fonction de la tour, parce qu'il faut choisir le bon emplacement, parce que en fonction du bon emplacement et la typologie des gens qui vont habiter dans la tour, la culbute va être plus ou moins intéressante. Donc on accompagne là-dessus.
Et oui, on est présent. Donc là, c'est pas que de l'accompagnement conciergerie, c'est non, là on sur un projet. On a nos partenaires. Une capacité financière. Oui, là, en fait, on accompagne nos clients sur le choix de l'immeuble. On a des accords avec des promoteurs directement, mais on a aussi des accords avec des agents immobiliers qui sont multicartes et qui peuvent nous présenter plusieurs types de projets. D'accord. Ouais, vous avez du monde sur place. Oui, vraiment. Vous restez en France, mais vous avez la possibilité d'avoir tout le réseau là-bas. On avait une cliente qui a plusieurs biens à Paris, qui vit à Dubaï, qui est aujourd'hui devenue notre ambassadrice, on va dire, là-bas. Okay. Donc, elle connaît très, très bien le marché. Et puis après, on a recruté des équipes, des gens qui travaillent pour Ellington, notamment, ou d'autres. Donc, on a des apporteurs d'affaires et des capacités d'avoir des prix intéressants parce qu'il faut nouer les accords avec les promoteurs pour avoir des remises sur rapport au prix catalogue. Tu as une idée un peu de la rentabilité qu'on pourrait avoir? Est-ce que c'est pareil qu'en France? Oui, alors c'est pareil qu'en France, c'est pareil qu'à Paris, j'en prends une idée. Ça se loue entre 100 et 300 euros la nuit aussi. Donc, en termes de rapport investissement montant du loyer, je pense que le Maroc est peut-être plus intéressant parce qu'on achète moins cher au Maroc, donc la rentabilité, je pense, est un petit peu plus intéressante. Après, c'est pareil, c'est 2 heures de Paris. C'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. Voilà. Maintenant, c'est pas la même typologie, pas la même sécurité, pas la même type de service, parce que Abu Dhabi ou Dubaï, c'est le pays du service. On peut tout demander, se faire livrer de l'essence à minuit à la maison. Enfin, on peut tout demander. Et en termes de petites mains pour aider dans la vie quotidienne, donc on n'a pas de problème de recrutement de personnel de ménage. C'est vraiment facilité, alors qu'en France, en fonction des villes, on peut passer des annonces, on ne trouvera personne. Donc, c'est plus compliqué. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait investir d'aller directement sur l'étranger ou... Moi, j'aurais 30 ans de moins, j'irais directement effectivement à Abu Dhabi ou à Dubaï, c'est clair. Donc aujourd'hui, est-ce que tu vois plus de potentiel de développement? Non, c'est moi, quand je vais à Dubaï, c'est incroyable. C'est la culture. Il y a un mouvement, on vend du futur à Dubaï. On vend le futur. T'as l'impression que tout est possible. Tout est possible. J'étais là-bas. En fait, tout est possible et tout est décidé. C'est-à-dire que jusqu'en 2040, tout est acté et ça va se faire. Je veux dire, en France, alors il y a des contraintes, des réglementations qui se mettent en place. Là-bas, c'est pas. Et nous, on vit des choses en fonction du gouvernement, en fonction des décisions politiques, en fonction de plein de choses. Il y a une certaine jalousie sur certaines choses. Les villes, il y a des villes qui adorent Airbnb parce que ça leur apporte des revenus, ça leur permet de sauver. Et quand je dis Airbnb, c'est la location saisonnière. Parce qu'on parle d'Airbnb, c'est un peu saoulant parce que dans le principe, Airbnb n'a rien inventé. Airbnb, c'est une plateforme. Mais il y a Booking, il y a Abritel, il y a tous les autres. Je parle du milieu de la location courte durée, le business de la location courte durée. Moi, j'ai des gens, des maires que je connais. Grâce à ça, ils ont sauvé des écoles, ils ont permis de réouvrir des boutiques. Et donc, alors que dans certaines villes, ils vont vous dire... ils vont essayer de faire croire que des propriétaires vont mettre leur appartement en location longue durée. Je prends un exemple concret. Deauville va pas se transformer en cité, en ville avec des gens qui vont habiter à l'année là-bas. C'est pas possible. 84% de la ville de Cavalère, c'est des résidences secondaires. Ça va pas se transformer. Je veux dire, on va pas imposer à quelqu'un qui a une résidence secondaire à Nice et qui aime y aller au mois d'août, on va pas lui dire louez-le en longue durée et vous viendrez plus chez vous. Oui, à un moment donné, c'est utopique. C'est juste qu'on essaye de mettre, je dirais, sur la location courte durée, des choses qui n'ont tout simplement pas été mis en place depuis 10 ans, 15 ans. Et puis voilà, et il y a tellement de logements vides parce qu'on n'apporte pas aux propriétaires les garanties en cas de problématique avec un locataire. Tu parlais des problèmes que tu as eu avec des locataires pendant que c'était de la longue durée, mais parce qu'aujourd'hui, les propriétaires, finalement, il faut être sévèrement accroché à son envie d'investir parce qu'on n'est pas aidé. C'est clair. Et donc, pour ça que parfois, certains préfèrent aller à l'étranger parce qu'il y a plus d'accompagnement là-dessus, c'est clair. Donc toi, tu irais plutôt sur Abu Dhabi, Dubaï. Si tu avais 30 ans de moins et que tu étais un peu... tu voulais investir Dubaï, et tu voulais te faire... et il faut enlever le côté influenceur. Non, c'est côté fini. Influenceur, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est vraiment... Dubaï, c'est la sécurité, c'est le soleil, bien sûr. Oui. Les gens qui ont été à Dubaï peuvent le voir. Les restaurants, on change d'un quartier à un autre, c'est pas la même typologie. La qualité de vie est incroyable. Tous les restaurants, tu as un service qui est top. La bouffe est moyennement très très bien.
et le climat est bien. J'avais peur qu'il fasse trop chaud, j'y étais la semaine dernière, j'avais peur qu'il fasse trop chaud, 40 degrés, mais au final, c'est supportable. Juillet-août, c'est un peu plus. Hein. Voilà, il fait plus chaud. Non, c'est bien. Et c'est vrai que quand t'es là-bas, tu te dis, waouh, la vie est facile, quoi. Oui. Donc je comprends que quelqu'un veuille investir là-bas. Puis on aime ce qu'on a vécu pendant les Jeux Olympiques à Paris, en disant les rues propres, la sécurité. On arrive à l'aéroport là-bas, on se dit bon, on est arrivé dans un autre monde. J'ai oublié mon téléphone aux toilettes. Il y a quelqu'un qui 2 minutes après m'a couru après. Je t'ai pas réveillé, il était 6h du matin. Quelqu'un m'a couru après pour ramener mon téléphone. Ça serait jamais arrivé à Paris. Moi, je prends l'exemple. J'ai cette amie cliente qui m'héberge quand je suis là-bas. La maison est ouverte. Mais ça, moi, il ferme jamais. Ah oui, les premiers jours, je fermais la porte de ma chambre. Je me suis dit, pourquoi tu fais ça? Je sais jamais. Parce que la porte de la maison devait rester ouverte. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Et disons que si tu avais, par exemple, je sais pas, on peut donner si tu avais 100 000 euros, comment tu ferais pour aller à Dubaï? Pour investir? Alors, maintenant, il y a des choses. Il y a RAC, par exemple, qui commence à évoluer. Enfin, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Je dirais que, il faut démarrer par un studio et voilà, il y a plusieurs possibilités. Sur plan, en mettant un paiement en apport avant. Il y a 2 possibilités. C'est pour ça que je t'ai donné 100 000 euros en enveloppe de départ et après voir comment on peut moduler. Il y a 2 possibilités parce qu'en fait, ce qui a été bâti il y a 10 ans, c'est vieux. Oui. Donc, comme il y a des nouvelles tours qui arrivent, ça peut être intéressant finalement d'acheter de l'ancien, de le rénover, de faire de la culbute. Il y a des groupes. Ça se fait ça? Ah oui, il y a des Français qui sont installés là-bas, qui sont assez connus sur Internet, qui ne font que ça, de l'achat-revente et qui font x2, x3, x4. Okay. Et donc ça, c'est intéressant. Que ce soit une maison, ils la rénovent et la revendent plus cher. Ça fonctionne très bien. On l'a vu pas mal sur YouTube. C'est vrai. Enfin, je vais pas donner des noms, mais ils sont connus. Les acteurs de l'immobilier qui sont sur Instagram le font et c'est vrai parce que ils achètent une maison parce que il y a pas grand chose. En fait, les maisons étaient bâties sur un décor. On va dire dubaïte et aujourd'hui donc du marbre partout. Oui, voilà. Et donc en fait aujourd'hui ils le transforment, ils le rendent un petit peu plus européen et boum, ça fait. Bien sûr. Voilà. Et ça plaît parce que tout le monde. L'internationalisation veut que tout le monde veut à peu près la même chose et il suffit de s'adapter à ça voilà. et tu donc marches par bien. exemple que ce soit même à Abu Dhabi par exemple, il y a le Tchèque avait imposé que les gens qui travaillent dans l'administration viennent habiter. Au départ tout le monde habitait à Dubaï, donc il y a pas mal de logements. Enfin tous les Dubaïotes sont venus à Abu Dhabi pour vivre. Et donc il y a beaucoup de logements qui ont été libérés à Dubaï par rapport à ça. Et c'est des logements, des tours qui existent depuis 10 ans. Et donc, ça, c'est des choses qui s'achètent pas cher aujourd'hui, quoi. Ah, bien sûr, il y a des opportunités. Ouais. Tu vas aussi, tu te plais aller à Abu Dhabi aussi? Oui, Dubaï. Vraiment. C'est beaucoup plus européen. Beaucoup plus chill. Oui, il y a moins d'effervescence. Ouais, vraiment. Les avenues sont plus grandes. Enfin, c'est très chill. Je la compare à Montpellier parfois. Ça fait rire les gens, mais c'est beaucoup plus chill, beaucoup plus. Est-ce qu'il y a moins de bouchons? Parce que ça reste un petit problème. Ça reste un petit problème de Dubaï. Les bouchons et les feux rouges qui durent des plombes. Ah non, mais on se demande justement où sont les gens parce que c'est tellement grand tellement spacieux qu'on se demande où sont les gens, parce que c'est impressionnant. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit que mais en France, je peux investir et je peux avoir un crédit bancaire, donc je peux avoir un prêt, donc j'ai pas besoin de mettre d'apport par rapport à Dubaï, par exemple. Dubaï, il faut un peu plus de cash dispo direct. Après, je dirais que c'est une volonté de se dire, moi, je veux vivre en France, je veux investir en France, j'ai ma famille en France. Je crois que c'est une question d'état d'esprit, c'est pas une question d'argent, en fait, hein. C'est vraiment une question d'état d'esprit, de se dire, moi, je veux une résidence secondaire en France ou je veux investir en France. C'est comme ça, et parce qu'il y en a qui vont être craintifs sur le pays, la réglementation, le fait que c'est pas notre langue, toutes ces choses-là. Je pense que c'est vraiment lié à une culture d'investisseurs, de se dire j'y crois pas. Bien sûr. Voilà. Moi j'y crois. Ouais. Il y a de plus en plus de Français qui arrivent dans ces pays-là, que ce soit au Maroc ou autre. Et c'est une question, je pense, c'est vraiment plus sur du mental qu'une question de se dire où il faut aller. Donc déjà, il faut investir là où on veut être. Exactement. Et après, c'est de convaincre le projet. Et après, c'est la rentabilité. La banque finance un projet qui est rentable. Voilà, elle va pas financer quelque chose qui va pas marcher. Hein. Mais pour investir, par exemple, à Dubaï ou Marrakech, où là, on n'a pas de prêt qui viendrait de France, il faut apporter le cash totalement de l'appartement. Il y a des solutions pour échelonner les paiements. Par exemple, de Dubaï, tu payes d'abord 30% ou 20%. Après la livraison, 20 autres %. Et après, c'est le locataire qui paye le solde. D'accord. Donc, c'est vraiment sous la forme d'investisseur. Oui, voilà, c'est ça, ouais.
Excellent. Donc c'est hyper intéressant. Et puis souvent, dès 30%, tu peux revendre ton bien et tu fais x2. Donc, t'as pas été dedans, il n'est pas encore construit, la tour n'est pas encore livrée, que tu peux déjà revendre et faire x2. C'est excellent. C'est des choses qui n'existent pas ici. Ouais, clairement, c'est assez fou. Ça paraît pas, ça paraît incroyable, mais c'est ça. Hein. Ça peut ouvrir les perspectives, quoi. Oui. Le mec qui est câblé, le mec qui comprend un peu le mécanisme, je pense qu'il s'en sort pas trop mal. Il y a 2 façons de faire de l'argent. C'est d'acheter de l'ancien, de le rénover, ou d'acheter des bons emplacements. Parce qu'en fait, à Dubaï, tu achètes la prime à ta capacité à imaginer que ça va être un bon emplacement. Entre guillemets, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand la tour est en projet, tu sais pas qui va vivre dedans. Ouais. Et donc là, pour l'instant, il y a un prix, d'accord ? Mais après, quand tu analyses la tour, la typologie si c'est des Européens qui viennent dans la tour, parce qu'elle est placée à tel endroit, parce que ceci, parce que cela, et parce que le commercialisateur a un réseau d'Européens, la tour va faire x2. Par contre, effectivement, si c'est des gens... en fonction de ta nationalité, tu as des règles qui sont différentes en fonction des gens. Ah ouais ? Bah oui, les Dubaïotes ils font ce qu'ils veulent. Tu as un accident avec un Dubaïote, c'est lui qui aura raison. Oui. Ensuite, c'est les Américains, les Français, et puis malheureusement, les Indiens, même s'ils n'étaient pas responsables, ils sont toujours responsables. Hein. On est classé par... donc c'est comme ça, mais voilà, c'est... Donc, en fonction de la typologie des gens qui vont habiter dans une tour, la tour va valoir beaucoup d'argent ou pas. Ouais, donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Ouais, vraiment. Ouais. Donc, c'est super important. Sur un projet que tu vois sur plan, finalement. Oui, voilà. Donc, c'est super important d'avoir des gens qui travaillent là-bas, qui connaissent. Nous, justement, Isabelle, qui est notre ambassadrice sur place, elle connaît le marché. Ça fait 10 ans qu'elle y est. Parce que nous, quand on est arrivé là-bas, ce qui nous a fait peur, c'était vraiment la typologie des agences immobilières qui étaient sur place. Oui. Et je peux comprendre que d'arriver dans un pays étranger et d'avoir des acteurs en face de nous qui sont aussi étrangers, on se dit mince, s'il y a un problème, vers qui je me retourne ? Nous, on a voulu apporter notre expertise d'Européens, de Français, de Latins, avec... le savoir-faire. Voilà, et puis surtout de relations aussi. Et donc, quand tu es accueilli dans un pays par une Française qui va t'expliquer où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, quel quartier, pourquoi par quel quartier, et donc elle va t'expliquer le raisonnement, en fait tu vas être beaucoup plus en confiance parce que tu veux avoir affaire à des interlocuteurs que tu peux éventuellement retrouver. Donc nous, le fait d'avoir un bureau à Dubaï ou à Marrakech et à Paris, ils veulent nous rencontrer à Paris, ils veulent avoir un interlocuteur. On peut avoir rendez-vous, on peut discuter. Voilà. Soit à Paris ou dans le sud, on vient d'ouvrir une agence au Cap d'Antibes. Ouais. On a des interlocuteurs en France. On est un groupe français, donc c'est assez intéressant pour nos investisseurs de se dire bon, je vais là-bas, mais parce que j'ai un interlocuteur sur place qui est costaud, quoi. Ouais, c'est un gage de confiance. Oui, voilà. Ouais. Et quel développement tu verrais le plus entre Dubaï et Marrakech aujourd'hui ? C'est drôle, mais je crois que j'arriverai pas à départager. Tu saurais pas ? Non, parce que Marrakech, ils vendent un passé et ils vendent le futur. Ouais. D'accord ? Dubaï ne vend que le futur. Ok. Alors le futur est plein de promesses aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec plein de choses. Mais voilà, c'est donc les gens c'est pareil. Je pense que c'est humain aussi. Moi qui aime je dirais les vieilles pierres, les histoires, je vais être forcément peut-être plus intéressé par Marrakech ou par des villes qui ont une histoire, bien que j'aime le contemporain, j'aime le futur et toutes ces choses-là. Donc, mon cœur balance entre les deux, on va dire. D'ailleurs, je retourne à Marrakech 15 septembre parce que je veux vraiment essayer de voir... Tu veux comprendre ce qui se passe. Voilà, parce que... J'y étais il y a 3 semaines, et tu vois des grues partout, il y a des projets qui sortent de partout. C'est assez marrant parce que tu es impressionné dans le désert. Ouais. Et de nulle part, tu vois là, il y a un terrain, il y a un immeuble qui est en train d'être construit, là-bas un autre, là-bas face à la mer un truc énorme, et tu restes à peu près dans le désert, donc c'est assez marrant. C'est exactement la configuration. En France, on est déjà, il y a les lois de la construction, les PLU, toutes ces choses-là. Là-bas, ça n'existe pas. Donc en fait, s'ils veulent construire, ils construisent. C'est ça. Il y a plus de facilité. Donc tu ne saurais pas départager. Non. Aujourd'hui, je pense. À 10 Après, ans. On en a parlé tout à l'heure avant de démarrer, mais à Abu Dhabi, il y a une énergie. Voilà, on va dire. Tu as une petite affinité pour Abu Dhabi, oui, quand voilà, même. Une petite vibe un peu. Il y a une énergie. Où tu te retrouves un peu plus. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est confortable. Dès le 2e jour, je me suis dit, tiens, je me verrais bien habiter là-bas. Il y a une énergie, la sécurité. Ouais. Ça, c'est vraiment. De se sentir en sécurité, c'est quand même. C'est un sentiment qu'on n'arrive même pas à calibrer, mais qu'on
on sent. Et ça, mentalement, c'est tellement reposant, c'est agréable. Mais comme tu disais tout à l'heure, lors de ton accompagnement avec des clients, où est-ce que vous verriez habiter? Où est-ce que vous avez un attrait pour une ville, une région? Et là, tu parles de sécurité. Si ne serait-ce que toi, ça parle à des gens plutôt qu'à d'autres. Voilà, si toi, quand tu vas là-bas, tu te sens bien, c'est une bonne idée de peut-être penser à investir là-bas. Ça peut être un début pour quelqu'un qui sait pas où investir. C'est la façon de penser correcte. Vraiment, tous les gens que je connais qui sont là-bas, ils pensent à leurs enfants, ils pensent au futur, ils pensent à la sécurité, ils pensent à capacité d'investissement sans trop de questions. Il y a plusieurs critères qui rentrent. Il y en a énormément. Mais c'est vrai que sur beaucoup, c'est intéressant. C'est quoi le futur de Concierge BNB? Où est-ce que tu te vois aller? Alors, nous, en fait, l'idée, c'est qu'on accompagne toujours nos clients en fonction de là où ils veulent être. Donc ça, c'est notre mission cœur première. De métier. Voilà. Nous, en fait, on gère de l'humain. On va continuer à gérer de l'humain. Et on accompagne les gens là où il faut être. Maintenant, c'est vrai qu'on veut pas être partout. Il y a encore 15 jours, 3 semaines, on m'a dit qu'il fallait que j'arrive à Chypre parce que Chypre est en train d'exploser. Mais on peut pas être partout. Il faut choisir ses combats. Il faut choisir ses combats, mais il faut avoir les gens pour le gérer. Et comme on disait tout à l'heure, dès le début, il faut trouver les gens compétents, qui ont les mêmes idées que toi, qui ont la même vision, qui ont envie de travailler autant. Aujourd'hui, depuis le Covid, les gens veulent plus travailler de la même façon. Donc, on est dans un métier où on est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est humain de comprendre qu'il y a des gens qui veulent pas être dans cette mouvance-là. Donc, nous, on accompagne les gens là où ils veulent aller en leur préconisant des endroits où nous, on peut leur apporter le même niveau de qualité que ce qu'on voudrait avoir en France. Voilà. Bien sûr. Et donc, à aujourd'hui, on a choisi Dubaï, Abu Dhabi, Marrakech, parce que c'est des zones qu'on peut apporter le même type de service qu'on a en France. Oui, tu es confiant dans ta valeur, dans ta possibilité de délivrer la même chose. En fait, toute la méthodologie, la scalabilité en fait qu'on a mis en place nous permet de développer ces villes-là. Après, il y en a d'autres qui ont fait d'autres choix, mais nous, aujourd'hui, la compétence qu'on a, le niveau d'exigence qu'on a, le degré de satisfaction qu'on veut avoir, on l'a dans ces pays-là. Enfin, en France et dans les villes où on gère, bien sûr. Il y a des villes qu'on a arrêtées. On a arrêté Saint-Étienne, on a arrêté Lyon. Il y a des villes qu'on a arrêtées parce qu'on n'arrivait pas à apporter notre degré d'exigence qu'on avait. Mais donc, dans les villes qu'on gère, on sait qu'on est capable de faire. Tu sais à 100% que tu vas délivrer ce que tu as dit et sans problème. Et tu es très confiant dans ce que tu donnes. Oui, vraiment. Excellent, mais j'en atteste, c'était top. Et parfois, c'est difficile de dire non, parce qu'on dit parfois, on arrête, on veut pas. Et puis, on nous dit, mais là, par exemple, je prends l'exemple de Chypre, il y a 1600 logements de promoteurs qui vont livrer, il y a des gens achètent. Donc là, tu dis non avec un petit pincement quand même. Non, mais tu te dis, ok, j'ai réfléchi. Puis après, malheureusement, je peux pas me diviser en 15. Évidemment. Les équipes, c'est pareil. On a beau recruter, on a recruté des gens qui viennent du groupe Accor, on a recruté des gens qui sont dans l'hôtellerie, on a le développement de notre secteur pôle immobilier Airbnb cartonne, le partenariat avec la Poste. On a des choses vraiment hyper intéressantes avec qui on travaille. On a des groupes, des family office, des fonds d'investissement avec qui on travaille. Là, le projet où on a acheté des bâtiments de Bacardi Martini à Fécamp, qu'on va transformer, un investisseur va transformer en 27 appartements. Donc, on accompagne des gens qui sont des particuliers, mais aussi des fonds d'investissement. On accompagne vraiment tout type de profil. Mais à un moment donné, c'est du temps, il faut aller voir sur place, il faut réfléchir. Donc, on ne peut pas être partout. À un moment donné, ça te fait combien de personnes qui travaillent pour toi aujourd'hui? On est 100 en tout. Un groupe de combien? 100, sans compter les femmes de ménage dans les différents... Alors, il y en a qui sont compris dedans. Mais voilà. Au siège, on est 22 qui gèrent les projets de A à Z, la construction, l'aide au plan, la comptabilité, le service client. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive et on arrive à... Oui, ça vous aide pas mal. Oui, on arrive à à réaffecter des gens sur d'autres métiers. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu travailles sur un projet de 27 appartements de transformation, d'accompagnement de l'investisseur de A à Z pour qu'il puisse avoir son prêt, ça prend du temps. Bien sûr. Là, on accompagne un client qui achète 2 hôtels à Paris, qui veut transformer. Ça prend du temps parce qu'il faut réfléchir au plan, il faut réfléchir à toutes ces choses-là. On est en train de sur un autre projet dans le sud aussi. Tout ça prend évidemment, du temps. si c'est de l'humain et tu peux pas décupler non plus parce que t'es vachement intégré aussi là-dedans. Et moi, j'essaye d'être partout. Je me rappelle que sur mes appartements, j'étais en vacances un dimanche à 21h, tu m'as répondu sur WhatsApp. Et tous nos propriétaires sont sur des groupes WhatsApp, tous. Il n'y en a pas un qui n'est pas dessus.
Et dans tous les groupes WhatsApp, maintenant, il y a le service client, le service IL management, enfin tous les différents groupes, quoi, différents sous-groupes dans le groupe. Ah non, c'est en fait tous nos propriétaires ont un groupe. Je suis dans tous les groupes. Ouais, ça. Ouais, t'es mouillé. Tu peux pas t'échapper. J'ai 10 500 messages en attente de lecture. Tu peux pas t'échapper. Voilà. Mais c'est un gage de confiance et de qualité pour celui qui va travailler avec toi. Les propriétaires savent que j'ai l'œil derrière. Voilà. Ça. Et que s'ils veulent m'appeler, ils m'appellent parce que de toute façon, je suis dans tous les groupes. Oui, puis tu te caches pas. Non, pas du tout. Tu te cacheras pas. Non. Très bien. Avant de conclure, j'aimerais te poser quelques questions sur l'association dont tu m'as parlé avant. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Alors, en fait, je suis amoureux du foot et en fait, donc on a créé un mouvement qui s'appelle Passe Décisive. Oui. Et l'idée, c'est quoi? C'est que j'ai accompagné depuis maintenant 8 ans. J'ai des gens qui ont travaillé pour moi, qui ont monté leur conciergerie. J'ai des gens qui ont travaillé pour moi, qui sont partis dans tel et tel métier. Et au début, c'est frustrant parce qu'on se dit mince. J'en ai même qui ont monté dans la même ville que moi. Hein. Enfin, j'ai deux ex collaborateurs qui ont monté un concurrent à moi dans la même ville. Okay. Donc, il faut avaler la couleuvre au début parce que c'est des gens que tu formes. Et puis, à un moment donné, tu passes à autre chose parce que je dirais la concurrence, ça amène du business. Et puis, il y avait une célèbre créatrice de mode qui disait piquez mes idées, vous n'aurez pas les nouvelles. Donc voilà, à un moment donné, je passe à autre chose. De ça, quoi. Voilà. Et donc je me suis dit bon, Arnaud, puisque ça me perturbait mentalement ce type de choses, je dis bon pour je dirais digérer ce genre de choses, il faut que finalement tu t'en fasses une force et que dès le début, quand tu sens que quelqu'un veut partir, ou il faut l'accompagner. Et donc aujourd'hui, donc Passe Décisive, c'est le principe du foot, hein, c'est de passer la main à quelqu'un et de l'aider à rencontrer son. Donc en fait, on a des clients qui sont dans la publicité, on a des clients qui sont dans le foot, on a des clients qui sont dans la restauration, on a le chef Valentin Hérodo, on a des sportifs, on a des footballeurs, on a vraiment dans tous les niveaux, on a des gens qui peuvent nous accompagner. Et donc quand on rencontre des jeunes, et s'il y a des jeunes qui nous écoutent entre guillemets, qui ont besoin d'une aide, là il faut que je te parle d'un footballeur de Tours que j'essaye de dépanner parce que le pauvre il est dans la merde, il n'y a pas d'autre terme. Et voilà, si je peux aider avec les contacts que j'ai, parce que des propriétaires sont dans tous les domaines, l'idée c'est d'avancer. Et donc ça c'est génial. Et donc si vous avez envie d'accompagner, je dirais un jeune qui a besoin, oui, il y a besoin. Et ça coûte 0. Mentalement ça fait un bien fou. Ça. Et c'est génial. Enfin et puis après, et c'est vraiment on n'est pas mentor, hein, c'est pas du tout. Ça prend pas de temps, ça prend un coup de fil. C'est dingue. Et parfois, un coup de fil, ça fait beaucoup. Pour et puis après, quelqu'un qui a besoin. Oui, et puis après, ça apporte une satisfaction. Ça crée du réseau, ça entretient, je dirais, notre réactivité aussi. Et puis il y a toujours un retour d'expérience. Et derrière, les gens ils s'en souviennent. Et on a toujours besoin qu'à un moment donné, les gens se souviennent de ce qu'on a fait pour eux. Parce qu'il y a trop de gens qui n'ont pas la reconnaissance du ventre. Et donc, ça peut aider, ça aussi. Ça fait du bien de faire du bien. Oui, ça fait du bien. Moi, je dis toujours, j'essaye de rendre les gens, d'apporter, quand je quitte quelqu'un, qu'il soit content de m'avoir vu le temps qu'il m'a vu. Et moi, j'ai besoin de ça aussi. Ça m'aide à avancer, d'avoir ce type de retour. Et voilà. Et je dirais, les mauvaises expériences que j'ai eues dans le passé, aujourd'hui, je suis bien dans ma tête parce que j'ai du retour. Et on a du retour quand finalement on en donne aussi. Hein. Excellent. Merci. Merci beaucoup Arnaud. On va conclure là-dessus.